faut arrêter avec ça. Tu veux qu'on reprenne l'histoire aujourd'hui? Ceux qui ont persécuté les Juifs, ce sont des Européens qui ont persécuté les Juifs. La Shoah, c'est quoi? C'est le monde arabo-musulman ou ce sont les Européens, M. Valls? Donc qui aujourd'hui a mis des Juifs dans les trains pour les emmener dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz? Qui? Ce sont des Arabo-musulmans ou ce sont des Européens? Les Arabes sont des Sémites. Comment peuvent-ils être antisémites alors que ce sont des Sémites dans la définition étymologique du terme? Donc voilà, moi j'en ai assez. Les Valls, les Retailleau, ils devraient se taire un petit peu. Retailleau fait que parler, donc il ferait mieux d'agir. J'en ai assez, moi, sans arrêt de voir ces gens-là gesticuler, aller devant les caméras, ils ont besoin de lumière, ils adorent faire des interviews, aller sur les plateaux télé. Travaillez, messieurs. Vous êtes ministre de la République pour travailler, pour obtenir des résultats, pour agir, pas pour réagir. J'ai entendu des députés RN, Rassemblement National, extrême droite française, dire si nous sommes élus demain, nous allons interdire le voile sur la voie publique, dans la rue. Mais on frise à la folie. Mais il y a une haine de cette religion aujourd'hui en France. Et disons-le, moi je mets les pieds dans le plat. Il y a une haine de l'islam aujourd'hui qui est en train de se développer. On veut quoi? On veut que les musulmans ne soient plus musulmans pour les accepter en tant que Français à part entière. Mais on est dans une forme d'obsession. Bruno Retailleau, quand il se lève le matin, c'est Algérie, immigration, OQTF, islam. C'est tellement pitoyable. Entendre Jordan Bardella dire que la France a donné à l'Algérie son indépendance, de la bouche de Jordan Bardella, c'est démontrer que cet individu n'a rien à faire en politique. C'est un inculte. Ce type est aujourd'hui en Israël, avec Marion Maréchal Le Pen. Je veux dire, le bal de ceux dont le parti a été constitué par des fascistes, par des néo-nazis, qui se rendent en Israël, accueillis par un gouvernement d'extrême droite messianique. C'est Teddy Riner, l'icône, évidemment celui qui a tout remporté, s'est exprimé sur le débat, Karim, qui agite le pays autour de la question du voile, du port du voile dans le milieu sportif, dans le milieu du sport. Alors, pour le judoka, lui, il répond Karim. Il dit le combat doit être mené ailleurs. Il dit on perd notre temps. Puis Bruno Retailleau, Karim Zeribi, qui le tacle en disant je suis en désaccord radical avec Teddy Riner. C'est un vecteur, je dirais, de rassemblement, le sport. C'est un vecteur qui fédère. Or, aujourd'hui, avec cette proposition de loi, certains veulent exclure des femmes, au nom de leurs croyances et au nom de leur visibilité. Parce qu'elles porteraient un voile dans leur activité sportive. Teddy Riner, il dit c'est pas le combat prioritaire. Donc vous vous trompez, vous vous égarez. Le combat prioritaire, c'est l'égalité. Nous avons un pays aujourd'hui qui est fait d'inégalités. Battons-nous pour que on lutte contre les inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, en matière de salaire, en matière de poste à responsabilité. Mais ne mélangez pas tout. Teddy Riner dit le sport, ça rassemble et ça fédère. N'excluez pas. Et donc je pense que vous ne devez pas vous obstiner, je reprends les mots de Teddy Riner, contre une seule et même religion en permanence. Donc il s'exprime en tant que citoyen. Tout le monde lui est tombé dessus. Mais je sais pas si tu as lu les commentaires. J'ai lu les commentaires, ça. Mais c'est lamentable. Ton expression. Alors là, tout d'un coup, Teddy Riner, on en est revenu à sa couleur de peau, on en est revenu à ce qu'il pourrait représenter, incarner au nom de la diversité dans notre pays, donc d'une France effectivement un peu mosaïque. C'est quasiment des insultes, c'est des messages de rejet. Donc on a oublié l'immense champion qu'il était tout d'un coup. Comme quoi, on voit bien qu'on est capable de brûler ce que l'on a, je dirais, adoré il y a encore quelques semaines aux Jeux Olympiques. Donc, pourquoi? Parce qu'il a fait une sortie et qu'il a dit avec conviction, avec le cœur, ce qu'il pensait. Et encore une fois, la phrase de Teddy Riner, ça n'est pas effectivement la promotion du voile. Contrairement à ce que certains peuvent prétendre ou analyser sous le sceau de l'instrumentalisation. J'ai vérifié, non. Teddy Riner ne fait pas la promotion du voile. Teddy Riner, il dit laissez-les tranquilles. Elles font du sport. Vous préférez quoi? Qu'elles restent à la maison? Qu'elles soient exclues? Donc qu'elles ne puissent plus venir se mélanger aux autres? Dans une forme de fraternité sportive? Voilà ce que dit Teddy Riner. Et encore une fois, il y en a certains qui ont fait des sorties. Ouais, mais vous vous rendez compte, les femmes en Iran se battent pour l'enlever. Mais de grâce, arrêtez avec cet argument qui est lamentable. Nous nous battons tous, nous sommes tous prêts à nous battre pour les femmes iraniennes qui ne veulent pas porter le foulard.
Ça n'est même pas un sujet. Évidemment qu'on est aux côtés des femmes iraniennes ou des Afghanes qui sont sous le régime des talibans, qui est un régime mortifère. Évidemment que ça n'est pas notre conception de l'islam que d'obliger une femme à porter le foulard. Mais en France, nous ne sommes pas en Iran, nous ne sommes pas en Afghanistan. Quand une femme de son propre chef, de son propre gré, au nom de ses convictions, de sa foi, donc décide de le porter, on va l'interdire? On va l'exclure de la société française? J'ai entendu des députés RN, Rassemblement National, extrême droite française, dire si nous sommes élus demain, nous allons interdire le voile sur la voie publique, dans la rue. Mais on frise à la folie. Mais il y a une haine de cette religion aujourd'hui en France. Et disons-le, moi je mets les pieds dans le plat. Il y a une haine de l'islam aujourd'hui qui est en train de se développer. Il faut mettre fin à cette haine, qu'on lutte contre l'extrémisme. Tu assumes les propos de haine. Il y a une véritable haine. Il y a une haine, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être quoi d'autre? Cette obsession sur l'islam, la visibilité des musulmans. On veut quoi? On veut que les musulmans ne soient plus musulmans pour les accepter en tant que Français à part entière? Mais on est dans une forme d'obsession. Je veux dire, Bruno Retailleau, quand il se lève le matin, c'est Algérie, immigration, OQTF, islam. Je veux dire, c'est pas contre l'islamisme qui lutte. C'est pas contre l'extrémisme qui lutte. C'est pas contre le terrorisme qui lutte. Parce que l'islamisme, l'extrémisme, le terrorisme, tous les musulmans luttent contre ces fléaux-là. La preuve en est, les premières victimes du terrorisme, ce sont des musulmans dans le monde. Donc les musulmans ne peuvent pas cautionner aujourd'hui la violence au nom de leur religion. C'est un dévoiement de la religion musulmane, la violence, l'extrémisme et l'islamisme. Et donc ce dévoiement-là, les musulmans ne l'acceptent pas. Moi, je n'ai jamais vu une manifestation de musulmans en France revendiquant des droits particuliers. Je n'ai jamais vu une manifestation des musulmans en France indiquant que les principes de laïcité ne leur conviennent pas. Je n'ai jamais vu des musulmans en France dire ah non mais la France c'est pas un pays qui a des racines chrétiennes. Ah non nous c'est l'islam qui doit s'imposer. Jamais les musulmans se sont comportés comme ça. Les musulmans font le ramadan, les musulmans vont alors à la mosquée le vendredi lorsqu'il y a un lieu de culte digne de ce nom. Il n'y en a pas tant que ça dans notre pays. Les musulmans essaient d'avoir des écoles confessionnelles comme d'autres religions. Je le disais à cette antenne, on a 288 écoles de confession juive, alors qu'on a 600 000 de nos compatriotes juifs dans notre pays. C'est très bien. Je suis très content qu'ils puissent avoir des écoles confessionnelles juives pour leurs enfants. D'ailleurs, ils les mettent très souvent, que non pas l'école publique, laïque et républicaine, mais dans les écoles confessionnelles juives. Donc c'est leur droit, c'est très bien. Donc pourquoi il n'y a pas d'école musulmane sous contrat? Pourquoi on l'interdit? Pourquoi on a la suspicion permanente alors qu'il y a 6 millions de musulmans au bas mot? Je dirais même qu'il y en a peut-être plutôt 8 millions que 6. Mais pourquoi il n'y a pas d'école confessionnelle? Donc on a des écoles confessionnelles catholiques, ça à l'évidence, puisque nous sommes un pays effectivement avec des racines chrétiennes. Mais pourquoi cette inégalité? Pourquoi l'islam est toujours pointé du doigt? Pourquoi les musulmans sont toujours mis en suspicion? C'est insupportable. Donc oui, la France est en train de dériver. Donc il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour défendre les principes de laïcité. Les principes de laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de choix, de se vêtir, non pas quand on est fonctionnaire, non pas à l'école. Là, il y a des règles strictes qui sont respectées par les musulmans. Mais partout ailleurs, laissons les musulmans tranquilles. Mon cher Karim, on va pas tarder à ouvrir l'antenne dans une poignée de minutes. Notamment, je voudrais qu'on boucle le sujet concernant la question du port du voile dans le sport, mais également aussi la déclaration de Teddy Riner, taclée aussitôt par Bruno Retailleau, comme tu l'as rappelé si bien. Dans la question du voile, Bruno Retailleau qui dit être en désaccord radical avec les déclarations de Teddy Riner sur la question du port du voile. Ma question, Karim, c'est l'exaspération autour de ce sujet sur la question de l'islam, sur la question du musulman, sur le français de confession musulmane. Franchement, on va où comme ça, là? On va où? C'est la finalité, elle est où, la finalité de tout ça? En réalité, je sais pas où va la France, avec ses obsessions permanentes autour de l'islam et des musulmans. On a tout eu. Et en permanence, lorsqu'on ouvre une polémique, derrière, on en crée de nouvelles. Je vais énumérer quelques points qui me paraissent totalement fous, pour pas dire ubuesques, dans notre société française. On a évoqué, il n'y a pas très longtemps, l'abaya, qui est une robe que les jeunes filles allaient acheter chez Zara, et un peu ample,
et qui est passé pour une robe quasiment qui était le bras armé des frères musulmans. Donc une folie s'est emparée de l'abaya. Gabriel Attal, à l'époque ministre des Affaires scolaires, de l'Éducation nationale, donc, a fait aussi un peu son buzz là-dessus. Il est allé aux 20h. Aux 20h de TF1, nous parler de l'abaya, de l'interdiction de l'abaya. Je sais pas si tu imagines. Il y avait 162 filles qui étaient concernées sur 12 millions d'élèves, alors qu'on a des profs absents, non renouvelés, un échec scolaire, des gamins qui rentrent en 6e qui savent pas lire et écrire, de la maltraitance à l'école. Enfin, on a des problèmes multiples et gravissimes. Non, l'abaya. Ensuite, on a eu, pendant les périodes de Ramadan, la pénurie d'huile. La pénurie d'huile et maintenant la pénurie d'œufs. Donc l'année dernière c'est l'huile, cette année c'est l'œuf. L'année prochaine je sais pas ce que ce sera. Donc on va nous en inventer une autre. La faute aux musulmans. Il y a plus d'huile dans les supermarchés, il y a plus d'œufs dans les supermarchés. C'est l'islam, c'est le Ramadan. Attention, ils sont allés dévaster les rayons. De la folie pure. Ensuite il y a eu les boucheries halal. Les boucheries halal. Il n'y a plus de boucheries traditionnelles françaises. Il n'y a que des boucheries halal. Donc, il y a une revendication du halal en France qui se développe. Attention, c'est le bras armé de je ne sais quel courant extrémiste, islamiste. Donc, le fait qu'on mange halal, donc, on est potentiellement islamiste, frères musulmans ou je ne sais trop quoi. Donc, de la folie pure là encore. Alors que c'est le rapport économique de l'offre et de la demande. Il y a une clientèle pour le halal. Donc, il y a des boucheries qui s'ouvrent. Donc, c'est comme ça. C'est un fait. Donc, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas péril à la demeure. Mais on en fait tout un cinéma. Pourtant, il y a des boucheries cachères, hein. Donc là, ça pose pas de problème. Des magasins cachères. Donc là, ça pose pas de problème. Donc, mais il faut qu'on pose le doute. Et puis, à l'école, ben non, on va pas remplacer donc la viande de porc par de la viande halal ou par des œufs ou par des frites comme on faisait quand on était gamin. Non, quand on était gamin, c'était pas un problème. On nous amenait 2 œufs au plat, donc alors que les familles demandaient rien. Là aujourd'hui, c'est pas de plat de substitution, pas de repas de substitution. Sinon, on ouvrirait la boîte de Pandore, on verserait effectivement dans une forme d'islamisme, de la folie pure. Là, on a eu la pause donc dans les matchs de football de Ligue 1 donc pour le Ramadan. 30 secondes, hein. 30 secondes, tu prends une date, tu bois un verre d'eau. C'est un scandale. Mais vous vous rendez compte, entorse à la laïcité. Alors je vois pas en quoi il y a entorse à la laïcité. Ils sont pas détenteurs de services publics, les joueurs de foot. Donc jusqu'à preuve de contraire, si la Fédé l'est avec ses employés, les joueurs de foot, donc ils sont dans des clubs privés, ils se rencontrent, donc faire une pause de 30 secondes, comme ça c'est dans tous les pays européens. Tous les pays européens organisent une pause, donc c'est du bon sens. On n'est même pas dans une démarche qui est une démarche de prosélytisme. Les écoles, j'en ai parlé, 7220 écoles catholiques, 300 écoles juives, donc une dizaine d'écoles pour les musulmans. 8 millions de musulmans en France. Donc, et plus d'écoles sous contrat. Les dernières ont été mises à mal. Hanouka à l'Élysée, donc la fête juive Hanouka à l'Élysée, grand bien lui fasse au président de la République s'il veut faire Hanouka à l'Élysée, nous on n'a aucun problème, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein, je veux dire, mais le ministre de l'Intérieur, il va pas faire le ftour à la mosquée de Paris. Ah ben non, il faut pas faire le ftour à la mosquée de Paris. Donc c'est une entorse à la laïcité. Par contre, on fait Hanouka à l'Élysée, il y a pas d'entorse à la laïcité. Le voile dans le sport, qui maintenant veut être étendu, si on explique, on attend le RN, on l'écoute donc à la voie publique, en fait, on nous sort une polémique chaque semaine. On ne traite aucunement des problèmes structurants de la société française. Tu as vu, toi, des politiques faire des propositions sur le pouvoir d'achat? Aucune. Tu as vu faire des politiques, des propositions pour que les retraités qui touchent 1000 euros par mois, donc qui survivent, qui n'en peuvent plus alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, donc puissent vivre mieux? Aucune. Tu as vu des propositions sur les 300 000 personnes qui dorment dehors en France, SDF, et dont beaucoup sont des enfants et des gens de plus en plus jeunes? Aucune proposition. Le mal logement, aucune proposition. Donc, en fait, ils ne font des propositions sur aucun sujet structurant, structurel, qui dépasserait les origines, qui dépasserait les appartenances confessionnelles. Ils focus, ils sont sur une obsession, donc sur la religion, avec des sorties et une alliance entre Retailleau d'un côté et Valls de l'autre, des alliances qui ont un caractère, et on a le droit de s'interroger, raciste, islamophobe. Quand tu vois la sortie de Valls, qui dit l'antisémitisme aujourd'hui, il est généré par les arabo-musulmans.
à l'échelle internationale et en France en particulier. Mais quelle honte ce type! Mais quelle honte ce type! Mais que fait-il dans un gouvernement de la République française? Mais où est liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect de la liberté de conscience avec des gens comme ça? Mais en fait, ils sont en train de nous prôner une autre France. Une France repliée sur elle-même, rabougrie, qui se rétrécit, donc qui définit ses Français par la couleur de peau, l'origine, la religion, donc la visibilité des musulmans dans l'espace public, donc les dérange. Et tu sens une forme de haine, tu sens il y a un peu de fiel là, à chaque fois qu'ils prennent la parole, qu'ils s'expriment, qu'ils parlent des musulmans. Il faut toujours créer la suspicion. Mais ces gens-là, tu comprends, ces gens-là ne sont pas français et n'aiment pas la France. Donc ces gens-là, on les met en doute en permanence. Donc on ne peut pas leur confier des postes à responsabilité. On peut pas aujourd'hui les ériger tels des héros dans notre société française. Mais non. Il faut qu'ils crachent sur l'islam pour pouvoir être médiatisés. Il faut qu'ils attaquent leur pays d'origine pour pouvoir être crédibles aux yeux de certains médias, de certains politiques. Tout ça est insupportable. Où va la France? Tu me poses la question. Si elle continue dans cette direction-là, on va dans le mur. Notre grand pays, qui est un pays aujourd'hui qui est admiré dans le monde, ne le sera plus. Notre pays aujourd'hui, qui est porteur aussi de belles pages de l'histoire, la Renaissance, la Révolution française, les droits de l'homme et du citoyen, la République au sens universaliste du terme. On a des pages sombres, comme la colonisation. Donc il faut le dire, il faut les reconnaître ces pages, mais il faut aussi que nous parlions des pages lumineuses, parce que c'est ce qui faisait la grandeur de la France partout dans le monde. Je dis ce qui faisait, parce qu'on est chassé du continent européen, Adil Farkan. Il faut qu'on s'interroge. Ouais. Ça commence par là. Donc on pèse de moins en moins à l'échelle de l'Union européenne. Ça veut dire, notre pays sont en train de le rétrécir, ces gens-là. Et cette alliance Retailleau-Valls dans un même gouvernement, donc cette alliance improbable, c'est une alliance qui a un caractère extrémiste, qu'on le veuille ou non. Donc c'est des gens aujourd'hui qui dévoient la République, qui dévoient les principes de laïcité, qui prônent autre chose. En fait, il faut que la France redevienne la France. Et pour cela, il faut qu'il y ait des voix de femmes et d'hommes qui se lèvent, qui portent les voix du courage. Les voix, effectivement, du rayonnement, de la grandeur. Les voix des valeurs et des principes universalistes. Si nous n'avons pas ça, pas mal de citoyens sont venus au secours de ce rabbin qui a été agressé, dont des musulmans. Il l'a dit lui-même. Donc des jeunes musulmans qui ont garé leur voiture, qui sont sortis pour aller le secourir. Tout ça signifie que, contrairement à ce que dit Valls, qui est horrible dans ses sorties, qui a un caractère extrémiste à chaque fois qu'il prend la parole, il a une haine de l'islam et des musulmans, ce gars-là. Quand il te dit que le monde arabo-musulman est antisémite, quelle honte, honte. Il aurait dû, en tant que ministre de la République, signaler que des Français de toute confession sont allés au secours du rabbin. Parce que ça, quand on le dit dans les médias, ça démontre effectivement qu'on est capable aussi de faire communauté nationale, de faire unité nationale, donc derrière l'inacceptable, derrière l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie. C'est ça le message qu'il faut envoyer. C'est pas diviser les gens, c'est pas les séparer. Donc il y en a qui prétendent porter des lois contre le séparatisme, mais ce sont les premiers séparatistes pour séparer les Français en fonction de leurs origines et de leur religion. Quand je vois des médias essayer de faire des choux gras, oui, mais vous vous rendez compte que l'antisémitisme, ils viennent toujours d'une partie aujourd'hui, c'est plus l'extrême droite, ce sont des gens de banlieue, ce sont des gens plutôt de confession musulmane. Mais il faut arrêter avec ça. Tu veux qu'on reprenne l'histoire aujourd'hui de ceux qui ont persécuté les Juifs? Ce sont des Européens qui ont persécuté les Juifs. La Shoah, c'est quoi? C'est le monde arabo-musulman ou ce sont les Européens, M. Valls? Donc qui aujourd'hui a mis des Juifs dans les trains pour les emmener dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz? Qui? Ce sont des arabo-musulmans ou ce sont des Européens? Pour beaucoup qui n'étaient pas musulmans, qui étaient plutôt catholiques. Et d'autres certainement non-croyants, parce qu'on ne peut pas croire en quelque dieu que ce soit pour faire un acte d'une ignominie pareille. Donc à un moment donné, ça suffit quoi. Il y en a marre de se laisser insulter. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, les Juifs ont souvent été protégés par les musulmans. Souvent, oui. Quand ils ont été chassés d'Europe, qu'il y avait des pogroms, donc qu'il y avait la chasse aux Juifs, la haine du Juif.
Ce sont pas quand même des gouvernements donc musulmans qui les ont mis en place. Ce sont pas des peuples musulmans qui les ont mis en place. Donc lorsqu'ils sont allés au Maghreb, les Juifs qui sont devenus les séfarades, qui étaient des Juifs donc de France, mais aussi d'Espagne, à un moment donné, ils ont été quand même accueillis, ils ont fait leur place. Donc pour certains, ils ont épousé la culture orientale. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a marre de se laisser instrumentaliser. Il y en a marre de se laisser insulter. Donc il faut qu'on arrête avec ça. Donc d'essentialiser, d'amalgamer. Donc à un moment, la grande mosquée de Paris, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc elle a caché des Juifs pour éviter les rafles. Elle les a cachés avec des imams qui les ont cachés dans un lieu de culte qui s'appelle une mosquée. Ils ont oublié. Bon, et cette mémoire-là, il faut la raviver un peu quand même, à un moment donné. Qui a libéré Notre-Dame de la Garde à Marseille, Notre-Dame de la Garde, lieu symbolique du catholicisme sur les hauteurs de Marseille. Donc c'est un bataillon de tirailleurs algériens pendant la Deuxième Guerre mondiale qui sont battus contre les nazis, qui s'était emparé de Notre-Dame de la Garde. Donc moi j'en ai assez qu'on instrumentalise l'histoire, qu'on dévoie l'histoire, qu'on raconte des choses pour alimenter une haine, une islamophobie, une forme de racisme. Non, les Juifs et les musulmans peuvent vivre ensemble. Ils ont vécu ensemble donc pendant des siècles. Donc, et ça continuera, n'en déplaise à certains. Alors après, donc ne confondons pas tout. Donc on peut vivre ensemble, on peut être frères, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça ne nous empêche pas de critiquer le gouvernement d'extrême droite messianique d'Israël. Et quand on critique le gouvernement d'extrême droite messianique d'Israël, on n'est pas antisémite, on n'est pas contre les Juifs, on est contre une politique qui est menée, qui est une politique de colonisation, d'expropriation, d'éradication d'un peuple, donc qui est en train de subir un génocide. Voilà ce que nous combattons. Mais en aucun cas, c'est le Juif parce qu'il est Juif. Ça ne serait pas acceptable. Et vous auriez les musulmans au premier rang de ce combat. Parce que les musulmans, dans leur immense majorité, ne sont pas antisémites. Ce sont des sémites, pour beaucoup d'entre eux. Oui. Les Arabes sont des sémites. Comment peuvent-ils être antisémites alors que ce sont des sémites dans la définition étymologique du terme. Donc voilà, moi j'en ai assez. Les Valls, les Retailleau, ils devraient se taire un petit peu. Retailleau fait que parler, donc il ferait mieux d'agir. J'en ai assez, moi, sans arrêt de voir ces gens-là gesticuler, aller devant les caméras, donc ils ont besoin de lumière, donc ils adorent faire des interviews, aller sur les plateaux télé. Travaillez, messieurs. Vous êtes ministre de la République pour travailler, pour obtenir des résultats, pour agir, pas pour réagir. Parce que vous faites que réagir. Réagir en plus dans la négativité, réagir dans la division, réagir pour fracturer le pays. Vous n'agissez pas pour ressouder, pour recoller les pots cassés d'un pays qui est malade aujourd'hui, qui est fragilisé par les haines, par la rancœur, par le racisme. Stop, il y en a assez. Il va falloir qu'on se batte à un moment donné, qu'on soit plus nombreux à prendre la parole. Quand Teddy Riner prend la parole, moi j'aurais aimé qu'il y ait d'autres sportifs qui prennent la parole derrière, de toute confession, de toute couleur de peau, et qui rappellent effectivement l'essence même des valeurs du sport. Non, Teddy Riner a pris la parole, tout le monde l'a attaqué, ben maintenant il rétropédale, il appelle à l'apaisement, vous m'avez peut-être pas compris. Non, à un moment donné, il faut arrêter, on va pas avoir honte de penser ce que l'on pense, on va pas avoir honte d'être ce que l'on est. N'en déplaise à ça. Tous les jours, Bruno Retailleau entretient la polémique. C'est ça qui est fou. Je veux dire, c'est tellement énorme. Je veux dire, on lui tend un micro, l'Algérie, les OQTF, Boualem Sansal, sans arrêt. Je veux dire, Boualem Sansal, monsieur Retailleau ne lui rend pas service. Au plus vous parlerez de Boualem Sansal en traitant l'Algérie de tous les noms, au moins vous servirez sa cause. La diplomatie, ça se joue donc de manière discrète. La diplomatie, c'est un engagement qui ne se fait pas devant les médias avec le tambour et les trompettes. Donc, la preuve en est, on a 3 de nos compatriotes qui étaient détenus en Iran, qui sont détenus en Iran. Il y en a un qui vient d'être libéré. Est-ce que tu as entendu parler de ces compatriotes français? Pas du tout. Mais on n'en a jamais parlé. En revanche, il y a un travail diplomatique qui se fait pour les libérer. Il y en a un qui a été libéré. J'espère que les 2 autres le seront rapidement. Mais ce travail diplomatique, j'ai jamais entendu Bruno Retailleau parler de nos 3 compatriotes français retenus dans les prisons iraniennes. Jamais.
Donc, et le fait qu'il n'en ait pas parlé laisse le ministre des Affaires étrangères et la diplomatie française faire un travail de fond pour les libérer. Il y en a un qui a été libéré, j'espère que les deux autres le seront, mais ça devrait être pareil pour Boualem Sansal. C'est pas à Bruno Retailleau de venir faire des manifestations, d'insulter l'Algérie, de demander la libération telle une injonction. Je veux. Quand il parle de l'Algérie, Bruno Retailleau, il dit je veux qu'il reprenne le QTF, je veux qu'il libère Boualem Sansal. Monsieur Retailleau, l'Algérie n'est pas un département français. Ce temps-là est révolu. L'Algérie est un pays souverain, un État-nation que vous devez respecter comme tous les autres pays. La France doit respecter tous les pays indépendants et souverains. Donc, et si la France veut être respectée, elle doit d'abord et avant tout avoir une posture de respect. Et si vous parlez comme ça avec l'Algérie, jamais l'Algérie n'entendra vos messages. Les injonctions ne marcheront pas avec l'Algérie et le gouvernement algérien. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ça ne peut pas fonctionner avec aucun pays. Et lorsque vous faites de la diplomatie, donc vous essayez de convaincre, vous négociez, vous êtes dans des compromis. Donc, et si vous faites un travail de fond, un travail discret, un travail d'engagement sincère, véritable, vous parviendrez donc à vos fins. Et c'est ça le message que doit entendre Bruno Retailleau. C'est insupportable. Il nous fatigue, Bruno Retailleau. Donc il y en a marre. Donc il instrumentalise je dirais la question France-Algérie à des fins de politique intérieure, à des fins d'ambition personnelle. C'est insupportable. Donc il faut qu'on revienne à des relations beaucoup plus apaisées. C'est le message du président Tebboune. Voilà moi ce que je retiens de cette sortie, de son interview, de son entretien. Donc il était posé, serein, donc il explique son homologue, c'est Emmanuel Macron, qu'il a un ministre des Affaires étrangères et qui a toute sa confiance, qui est M. Attaf, qui doit parler avec M. Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères français. Point. Donc il y a pas d'autre acteur à mettre au milieu de la relation. Karim Zeribi, est-ce que ces déclarations sont-elles un appel, en quelque sorte, un dialogue avec Paris, direct? Est-ce qu'il faut attendre une réponse aussi, notamment française? Mais je note que le président Macron, avant l'interview de Abdelmajid Tebboune, le président algérien, avait dit que il s'adressait au président Tebboune, donc en lui demandant effectivement à ce que notre relation entre la France et l'Algérie soit plus apaisante, et qu'il avait toute confiance au président Tebboune, qu'il connaît bien. Emmanuel Macron a toujours eu de bonnes relations avec le président Tebboune. Donc le président Tebboune a toujours eu de bonnes relations avec Emmanuel Macron. Donc il est temps que ces deux hommes aujourd'hui puissent se parler, décider s'il doit y avoir des interlocuteurs désignés donc pour travailler sur tous les dossiers. Oui, il faut régler le problème des OQTF. L'Algérie doit reprendre les OQTF, mais si c'est fait dans les règles de l'art, l'Algérie le reprendra. J'espère, comme bon nombre de Français, que Boualem Sansal pourra éventuellement être gracié par le président algérien. J'espère. Donc ça peut être une possibilité, mais encore une fois, donc si on se parle avec respect, si on se parle avec les règles de la diplomatie, tout cela sera possible. En revanche, si donc on emploie la méthode Retailleau, qui est une méthode d'injonction, d'irrespect, et je veux, non, monsieur Retailleau, vous pouvez vouloir ce que vous voulez, c'est pas vous qui décidez. Karim, est-ce qu'on peut considérer que c'est un premier signe d'apaisement? Oui, je pense. Oui. Je pense qu'on va vers l'apaisement. Donc, et j'en suis le premier heureux en tant que Français d'origine algérienne. Mais je pense que tous les Français veulent que leur relation avec l'Algérie s'apaise. Et du côté algérien, il n'y a jamais eu aucune rancœur du peuple algérien contre la France. Quand j'entends sur les médias le sentiment anti-français donc des Algériens, mais c'est un mensonge pur et simple. Les Français qui vont en Algérie sont très bien accueillis. Donc, et d'ailleurs, je vais te dire, Jean-Louis Vesco, qui est l'archevêque français en Algérie, qui représente la religion catholique, a été fait algérien. Donc on lui a octroyé en Algérie le passeport algérien. Donc ça veut dire que, encore une fois, il y a une fraternité qui existe entre les Français qui respectent l'Algérie et l'Algérie qui n'a aucune rancœur avec les Français. Après, la question de la mémoire est une question à part. La reconnaissance de l'histoire, ça c'est un fait qui n'a rien à voir dans les relations contemporaines entre la France et l'Algérie. Il faut reconnaître l'histoire. Donc ça me paraît une évidence. Et reconnaître l'histoire, c'est pas faire œuvre de repentance. Reconnaître l'histoire, c'est dire effectivement que l'ignominie de la colonisation donc doit être reconnue dans toutes ses dimensions. Jean-Michel Apathy l'a fait, tout le monde lui est tombé dessus, mais heureusement tous les historiens sont arrivés à son secours pour rappeler que ce que disait Jean-Michel Apathy était vrai. Donc une fois qu'on a clôturé la page mémorielle en reconnaissant
connaissant, nous, Français, donc les pages sombres, dramatiques, honteuses de la colonisation, donc l'affaire est réglée et on se projette vers l'avenir entre la France et l'Algérie. Donc encore une fois, il y a 11 milliards d'échanges entre la France et l'Algérie. La France exportait du blé vers l'Algérie. Donc ces tensions-là font qu'aujourd'hui, le blé français n'est plus exporté en Algérie. Donc l'Algérie fait appel au blé russe aujourd'hui. Et puis il y a une production algérienne aussi, puisque le président Tebboune a mis en place une démarche pour produire algérien. Donc il y a énormément de production de blé dur algérien. Donc à venir, mais on prend les autres pans de l'économie. Il y a énormément d'entreprises françaises en Algérie, il y en a 450, donc qui créent des centaines, des milliers d'emplois. Donc ces entreprises-là, il faut pas leur marcher dessus, Monsieur Retailleau. Il faut les aider, ce sont des entreprises françaises. Donc si on respecte l'Algérie, on va mettre ces entreprises françaises dans les meilleures conditions dans la relation économique à l'Algérie. Et puis nous importons, nous Français, donc du gaz algérien, parce que nous en avons besoin. Nous ne sommes pas producteurs de gaz et de pétrole en France. Donc là aussi, le gaz algérien, le GNL algérien est utile à notre pays. Je crois qu'on est aux alentours de 8-10% et la consommation ne fait que croître. Donc il y a énormément d'enjeux qui dépassent Bruno Retailleau, qui dépassent son instrumentalisation. Il faut qu'on revienne à une relation apaisée, apaisante. Le président Tebboune a transmis un message au président Macron. C'est au président Macron maintenant de réagir et de faire en sorte que Bruno Retailleau ne soit plus au milieu de cette relation qu'il pollue en permanence au quotidien. C'est insupportable. Et face à Karim Zerebi dans Les Informés, vous le savez, c'est ici que ça se passe nulle part ailleurs. Justement, avant d'enchaîner dans le second sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui, mon cher Karim, je fais référence à Teddy Riner et sa déclaration concernant le voile. On vient notamment, vous savez, j'aimerais que vous réagissiez à Jordan Bardella et sa déclaration suivante que je vous cite. Nous avons donné à l'Algérie son indépendance, elle doit maintenant nous donner la nôtre. Il faut faire comprendre au gouvernement algérien que nous ne sommes pas sous sa tutelle. Déclaration de Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Comment vous réagissez ? C'est tellement pitoyable. Entendre Jordan Bardella dire que la France a donné à l'Algérie son indépendance, de la bouche de Jordan Bardella, c'est démontrer que cet individu n'a rien à faire en politique. C'est un inculte. Ne pas comprendre et ne pas savoir que l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, avec des résistantes et des résistants, donc qui ont sorti la France de l'Algérie. C'est pas la France qui a donné son indépendance à l'Algérie. Donc, mais où va-t-il chercher ces sorties qui sont d'une bêtise crasse qui le dépasse? Mais ce type n'est pas au niveau pour faire de la politique. Il y a eu une guerre entre la France et l'Algérie. Et l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, par le courage, par les armes. N'en déplaise à certains qui veulent refaire l'histoire. Après, ça ne veut pas dire que la France et l'Algérie sont en guerre au moment où on se parle. Ça veut dire qu'il y a eu une période de l'histoire où la France s'est comportée de manière lamentable, donc en colonisateur d'un pays qui n'avait pas de souveraineté, dont le peuple n'avait pas droit à l'autodétermination, qui était traité effectivement sous le code de l'indigénat. Ce peuple-là s'est rebellé, s'est révolté et a obtenu par le combat, par les armes, par la lutte, son indépendance. Il faut pas refaire l'histoire. Donc, quand on entend des gens comme Bardella s'exprimer, mais avec une méconnaissance, je veux dire, tu te dis, mais où va-t-on? Où va la France? Notre grand pays? Si on n'est pas capable de reconnaître l'histoire, une histoire qui est quand même récente. Ça fait 63 ans. 63 ans, il est incapable de lire l'histoire contemporaine de la France. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas faire de la politique avec des gens comme ça. Qui plus est, je vais te dire, ce type est aujourd'hui en Israël avec Marion Maréchal Le Pen. Je veux dire, le bal de ceux dont le parti a été constitué par des fascistes, par des néo-nazis, qui se rendent donc en Israël, accueillis par un gouvernement d'extrême droite messianique. Donc évidemment, ça peut pas être autrement. Donc le monde va mal.
le monde va mal, elle dit Farkan. Quand tu vois la déclaration de Bardella qui dit que la France a donné son indépendance à l'Algérie, alors que l'Algérie a obtenu son indépendance donc par la guerre, par la résistance, par le courage effectivement de ceux qui se sont soulevés et qui ont donné leur vie, par centaines de milliers, pour pas dire par millions. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on a l'extrême droite française qui va à la rencontre de l'extrême droite israélienne qui éradique un peuple. Si j'ose poser la question, Karim Zeribi, est-ce que c'est pas de la politique cynique? C'est de la folie. On a une inversion des normes. Notre monde va mal sur le plan géopolitique. Il n'y a plus de droit international. Il n'y a plus de respect des droits humains les plus élémentaires. Ce que subit le peuple gazaoui là aujourd'hui, mais c'est une honte absolue, dans un silence assourdissant sur le plan international. Donc, et on a des délégations françaises qui vont se rendre à la rencontre des autorités israéliennes d'extrême droite. On va rencontrer des criminels là. Je veux dire, ces Français vont rencontrer des criminels, qui ne dit rien consent. Ils consentent aujourd'hui à l'éradication du peuple palestinien. Je veux dire, après nier l'histoire entre la France et l'Algérie, voilà que on est en train de soutenir l'éradication d'un peuple. Je veux dire, la France va mal. La France va très très mal. Il faut qu'on s'appuie sur des femmes et des hommes capables de relever notre pays. Parce que nous allons vers une pente qui est déclinante. On a une forme de racisme, d'islamophobie qui se développe. Tout ce qui ressemble à un étranger est pointé du doigt. On va y venir, mais on voit bien qu'il y a la chasse à toute visibilité musulmane en France, alors que ces musulmans sont français pour l'immense majorité d'entre eux. On n'accepte pas en réalité ce que l'on est. Aujourd'hui, notre pays va mal pour cela sur le plan identitaire. Et sur le plan identitaire, nous sommes un pays qui est composé de Françaises et de Français d'horizons différentes. Donc, pour certains qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas. Et lorsqu'ils croient en Dieu, ils sont juifs, ils sont catholiques, ils sont musulmans, ces Français-là. Et il faut les prendre comme tels. On peut pas aujourd'hui faire un tri. Il y a les bons Français, il y a les mauvais Français, il y a les Français de papier, puis il y a les Français historiques. Mais où va la France? Grand pays, au principe universaliste. C'est triste. Mais il va falloir se battre sur le plan politique et ne pas baisser